Donald Trump veut mettre aussi peut-être un petit coup de pression sur Poutine. Le risque de l'escalade, Guillaume? Je ne suis pas sûr. Effectivement, le problème, et là je suis vraiment d'accord avec Michel Goya, le problème c'est que ce plan de paix russo-américain, il a disparu, et en tout cas, il n'est plus à l'ordre du jour, et ça pour Trump c'est insupportable, parce qu'il avait trouvé une solution, il était prêt à faire la pression maximum sur l'Ukraine, et voilà que les Russes disent, bah non, finalement, on ne veut pas, ces garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est trop difficile, et je pense que pour Trump, surtout dans cette période effectivement de toute puissance, ça a quelque chose d'inacceptable. Pour autant, je me réfère en ça au nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui date de la fin de l'année dernière. Les Américains disent bien, les Russes doivent être un partenaire. Et d'ailleurs, disent-ils dans le même document, il faudrait que les Européens se calment un peu parce que Poutine n'est pas leur ennemi, qu'ils fassent en sorte de s'entendre. Et donc, l'adversaire stratégique, c'est la Chine. Et donc, je pense que Trump envoie des signaux à Poutine en disant « Maintenant, il faut que tu deviennes un peu plus coopératif », mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté de reconstituer la guerre froide et un affrontement Est-Ouest. Xavier, allez-y. Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, les sphères d'influence sont respectées. Parce que la Russie n'a rien fait pour empêcher l'arraisonnement du Marinera. Le sous-marin, évidemment, on ne sait pas s'il était là, mais on aurait pu avoir des tirs de semonce, par exemple. On aurait pu avoir une montée des tensions extrêmement forte face à un bâtiment des Coast Guard américains. On n'a pas eu de signes, on n'a pas eu d'intimidation, on n'a rien eu de tout ça. Parce qu'en fait, le Venezuela, Trump a décidé que le pétrole vénézuélien était à lui. Pour contrôler ce pétrole, il a mis un embargo sur toute la côte du Venezuela et il n'y a pas un bateau qui soit russe, iranien ou chinois, un pétrolier, qui passera pour, en quelque sorte, avec d'énormes guillemets, voler le pétrole des Américains. Ça, pour lui, c'est acté et visiblement, Poutine ne s'y est pas opposé. Je vous cite François Hesbourg qui disait sur ce plateau hier à la même heure, si Trump ne désescalade pas, ça deviendra très compliqué parce que là, c'est l'honneur de la Russie qui est en jeu et parce que les boucles Telegram vont se déchaîner. Moi, je suis un petit peu du même avis que Guillaume et Xavier, et c'est que je suis pas encore convaincue qu'il y a une vraie tension qui monte vraiment de l'intérieur entre la Russie et les États-Unis. Oui, les chaînes Telegram font beaucoup de bruit, les députés de la Douma appellent à l'apocalypse, mais en vrai, je pense que Trump est en train de faire deux choses. Un, il a compris que le dossier ukrainien, il ne va pas y arriver. Et donc, tout ce qui se passe maintenant au Venezuela, l'arrimage de ce bateau, en fait, ça détourne l'attention. On ne parle plus d'Ukraine, et tant mieux, parce que l'Ukraine, ça n'a pas marché pour lui. Pour Poutine, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, ce qui est arrivé au Venezuela et ce qui est arrivé à ce navire est extrêmement humiliant. D'un autre côté, là, on ne parle plus pas du fait que, par exemple, à Dnipro, hier, il n'y avait pas d'électricité du tout, que les bombardements sur l'Ukraine continuent, que l'Ukraine, eh bien, qu'en Ukraine, comme Michel Goya l'a dit, rien ne change. La guerre continue, le monde s'en détourne, tous les feux sont sur Trump. Poutine ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est même pas encore prononcé sur la capture de Maduro. Alors oui, Sergueï Lavrov s'est prononcé. Sergueï Lavrov a appelé à ce que l'équipage du bateau soit rendu en Russie. Lui-même n'a pas vraiment eu des mots très forts sur cette opération. Donc moi, pour le moment, je sais que vous voulez que je sois là pour donner mon avis. Je n'ai pas encore d'avis. Non, c'est un avis en soi. C'est encore extrêmement trouble. Et que Trump est en train de dire, bon, tu t'occupes de l'Ukraine, mais le big boss sur cette planète, c'est quand même moi. Alors justement, réaffirmer qu'il est le big boss sur cette planète, ça passe par le Groenland. Le Groenland, alors que nous en sommes quand même à nous demander ces dernières heures si les États-Unis vont se payer le Groenland, mais vraiment à proprement parler. Rappel pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, l'option privilégiée par la Maison-Blanche, c'est quand même d'acheter l'île Arctique. Regardez, Thomas Misraki, Camille Souhaut sont arrivés au Groenland il y a quelques heures. On les retrouve dans un tout petit instant. Ah non, ça y est, vous êtes là. Bonjour à vous Thomas, merci beaucoup d'être en direct avec nous. La lumière est magnifique. Vous avez tourné quelques images avec Camille Souhaut ces dernières heures. On voit dans les magasins des sweatshirts avec écrit « Non, le Groenland n'est pas à vendre ». Thomas, derrière le paysage tout doux, étouffé, beau, enneigé, ce que vous nous racontez, c'est que les Groenlandais
veulent très peu parler, osent à peine parler parce qu'ils sont tétanisés. Effectivement, il y a une forme d'anxiété ici. D'abord, au sein de la classe politique groenlandaise. On a croisé ce matin avec Camille Suo 2 fois le Premier ministre groenlandais. On a tenté de lui poser des questions et il s'est littéralement enfui en accélérant le pas pour ne pas qu'on puisse revenir à sa hauteur et lui poser les questions qu'on voulait lui poser, à savoir ce qu'il pensait de la situation internationale, des déclarations de Donald Trump, ce qu'il fallait faire selon lui pour essayer de préserver cette indépendance aussi chère aux Groenlandais. On a quand même réussi à parler à des politiques et notamment à l'une des députées de la majorité, une députée d'un parti inuit qui, elle aussi, nous a dit d'abord, avant d'accepter de nous répondre, il faut rester extrêmement prudent, il ne faut froisser personne. Parce que les Groenlandais, en fait, ils jouent sur 2 tableaux. D'abord, évidemment, avec les États-Unis, ils ne comprennent pas l'attitude américaine. Si les États-Unis veulent envoyer des militaires sur place, ils peuvent le faire. Il y a des accords avec le pays. Si les États-Unis veulent eh bien, continuer à commercer avec le Groenland, ils peuvent aussi le faire. Il existe de très nombreux accords commerciaux entre les 2 pays. On ne comprend pas donc ici pourquoi l'administration Trump a cette intention de racheter le pays et n'exclut pas, et ça inquiète vraiment, d'utiliser la force pour prendre le contrôle du pays. Le deuxième tableau sur lequel jouent les Groenlandais, c'est avec le Danemark. Vous savez qu'ici, eh bien, la quasi-totalité de ce qui est décidé pour ce peuple groenlandais, 56 000 habitants, eh bien, ça se passe ici, à Nuuk, là où nous nous trouvons dans cette capitale groenlandaise. À part les relations internationales, ça s'est décidé à Copenhague. Et ça, évidemment, c'est très important pour les Groenlandais d'avoir leur mot à dire sur ce qui va se passer dans ce domaine, parce que la semaine prochaine, comme vous le savez, il y a une réunion avec les Américains, et notamment avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, pour décider de ce que vont faire les Américains et de la façon dont ils vont le faire ici, parce que c'est ça le choix. Les Américains veulent renforcer leur présence d'une manière ou d'une autre, alors appelez ça comme vous voulez, prendre le contrôle du pays ou eh bien, augmenter le nombre d'accords commerciaux et militaires avec le Groenland. Une chose est sûre, et là on en est persuadé ici côté politique, eh bien ils ne renonceront pas. Dans la population aussi, beaucoup d'anxiété. Une personne nous disait tout à l'heure, si un pays de l'OTAN, à savoir les États-Unis, attaque un autre pays de l'OTAN, à savoir le Danemark, eh bien ce pourrait être le début de la 3e guerre mondiale. Thomas Misraki, par ailleurs, le Danemark tirera d'abord et posera les questions ensuite en cas d'invasion américaine du Groenland. C'est ce que dit le Télégraphe ces toutes dernières heures. Le ministère de la Défense danois a confirmé une règle de 1952. Elle resterait en vigueur si des troupes étrangères envahissent le Danemark, et donc Groenland compris. Les soldats danois sont tenus d'ouvrir le feu immédiatement. Principe clair, défendre d'abord, enquêter ensuite. La tension militaire, vous la constatez, elle est palpable pour vous? On a rencontré tout à l'heure 2 militaires danoises qui sont basées ici au Groenland depuis environ 1 an et demi. Il y a approximativement 150 soldats danois ici au Groenland, autant que de soldats américains. C'est pour vous dire, ils sont entre 150 et 200 les Américains sur ce territoire. Et ces 2 femmes nous disaient qu'elles n'imaginaient pas, de jeunes femmes, devoir prendre leurs armes pour se battre contre des soldats américains, mais elles feront leur devoir. C'est ce qu'elles nous ont répété. Ici, on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. On a du mal à l'envisager. En fait, le Danemark est en train de appliquer sa doctrine de riposte, et cette doctrine, elle se base sur plusieurs éléments. D'abord, le pilier central de cette riposte, c'est l'OTAN. C'est pour ça qu'il y a une activité diplomatique danoise extrêmement importante, avec un activisme international très prononcé. Les renforcements de capacités de dissuasion. Vous savez que le Danemark a prévu d'investir l'équivalent de 10 à 12 milliards d'euros pour renforcer sa défense, notamment, et ça c'est paradoxal, mais en achetant des avions américains, des F-35, et puis cette défense totale. Donc évidemment, on ripostera si jamais on est attaqué, mais les Danois pensent d'abord à discuter. C'est pour ça que cette réunion est importante la semaine prochaine avec Marco Rubio, des Danois comme des Groenlandais qu'on a rencontrés ici depuis hier, et qui espèrent que l'Union européenne sera aussi au rendez-vous. Une Danoise présente ici tout à l'heure me disait, c'est un véritable test, non seulement pour le Groenland, mais aussi pour l'Europe. Il va falloir faire face. C'est aussi un double front qui s'ouvre pour les Européens, avec d'un côté l'Ukraine et maintenant ici le Groenland.